On va pouvoir commencer lentement. J'en profite pour accueillir donc Stéphane Buelet qui va faire la première keynote et Marine Buffat de la revue Sur Mesure, que j'en profite pour remercier d'ailleurs pour tout le travail qu'ils ont pu faire avec nous. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû. Donc c'est une revue qu'elle présentera sans doute et qui nous a accompagnés sur différents temps du cycle, notamment les ateliers et les workshops que j'évoquais tout à l'heure, et puis la journée d'aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'elle reviendra là-dessus. Et donc Marine assurera la modération des 2 tables rondes qui vont suivre. Voilà, donc avec un tout petit peu de retard, un petit quart d'heure, on va pouvoir commencer. Et donc on va accueillir Stéphane Buelet du studio Cheval Vert qui va nous faire une petite présentation sur son travail et puis sur les notions de ville et de visualisation. Bonjour, excusez-moi du retard. Alors aujourd'hui, la thématique, donc voir la ville autrement, et la ville invisible également, en gros, elle nous touchait au studio Cheval Vert, dont je fais partie, parce que pour 2 raisons. La première, c'est parce que elle touche à énormément de notions et de questionnements autour de l'espace, du temps et du territoire qui nous est cher. Et deuxièmement, parce que récemment, je pense que je peux l'annoncer, ouais, on a gagné, donc avec notamment Thomas Leduc et Vincent Tour, un concours sur Artex, sur la région de Nantes, sur la réalisation d'un projet Art-Science autour notamment de ces notions on va dire d'espace urbain et d'analyse d'espace urbain. Il y avait une ville, notamment pour citer Sur Mesure, il y avait dans un des Sur Mesure, la revue, dernièrement, Antoine Picon expliquait justement le fait qu'aujourd'hui les villes, elles avaient non plus, en plus de leurs couches physiques, elles avaient aussi énormément de couches informationnelles, notamment liées aux data. Et cette phrase, passer d'une ville de briques à une ville de bits, c'était intéressant dans le sens où en effet, on a une mentalement, en fait, on avait déjà depuis un très longtemps énormément d'images mentales de la ville, et aujourd'hui, par la data visualisation, par les données et leur analyse, on peut en gros visualiser ces images mentales qu'on avait. Je parle d'images mentales parce qu'il y a notamment un artiste je vous l'ai cité aujourd'hui, mais qui s'appelle Mathias Poisson, qui fait pas mal de choses autour de l'espace urbain en tant qu'espace plastique, notamment avec des promenades blanches, c'est-à-dire il fait promener des groupes de personnes avec des lunettes complètement sablées, donc elles ne voient rien, elles n'ont que des perceptions visuelles et sonores. Et en fait, par rapport à la façon dont elles ressentent à ce moment-là la ville, on est proche de quelque chose qui serait l'inverse d'une sorte de réalité augmentée. Et deuxièmement, il construit aussi des cartographies sensibles par rapport à des promenades qu'il effectue dans la ville. Je vais essayer de me tenir aux 15 minutes. Ça, c'est aussi un dessin introductif. Donc ça, c'est un dessin que j'ai retrouvé dans des vieux cahiers de 88, quand j'avais 6 ans. Pourquoi je vous le montre? Parce que en fait, ça fait référence à énormément de choses aujourd'hui en termes de design, d'analyse et de lois, de règles, de conditions et de visualisation qu'on peut mettre en place par rapport à cette notion de territoire et de ville. Donc c'était les prémices des principes procéduraux, notamment pour de répartition des espaces. On en reparlerait tout à l'heure lors des questions et des échanges, mais pour moi, la ville autrement, elle repose sur 3 fondamentaux: l'esthétique, la narration et l'interaction. Ces 3 fondamentaux-là, ils renvoient à chaque fois sur une entrée. C'est à la fois fondamental parce que c'est une façon de découper un petit peu l'approche qu'on peut avoir sur la relation data et ville. Et deuxièmement, d'un point de vue designer, c'est souvent les 3 designers d'interaction, notamment, c'est les 3 items qui sont par lesquels on ne peut pas éviter de passer. Esthétique, donc c'était justement, ça c'est une peinture de Friedrich autour, qui se nomme, je crois en français, donc c'est le voyageur inconnu au-dessus du mer du nuage. Et donc à cette époque-là, donc c'est le 19e siècle, on avait un rapport au paysage où Friedrich, notamment dans la peinture,
où il projette dans le paysage en fait une sorte de divinité qui serait présente comme ça, mais qu'on pourrait seulement essayer. Enfin là, typiquement, il essaie de mettre le voyageur légèrement au-dessus de cet espace imaginaire. Et récemment, donc on avait utilisé cette métaphore, nous, d'espace imaginaire, pour passer de ce voyageur plutôt passif, contemplatif, à justement un voyageur, en fait, sans mauvais jeu de mots, contemplatif, c'est-à-dire sur lequel on puisse avoir une sorte de force imaginaire, de manipulation, notamment interactive, sur un paysage. Donc dans ce projet qui s'appelle Mécané, je voulais l'évoquer parce qu'on est vraiment dans la façon dont on peut concrètement numériser un paysage, c'est-à-dire le découper en slices et en obtenir en fait une infinité d'extractions. Et lorsqu'on resserre finalement toutes ces slices-là, on a un objet qui est une maquette. Et le principe du projet, c'était d'avoir à la fois cette maquette-là donc comme objet, on va dire, de représentation, avec une échelle réduite, et en projection, ce même objet, mais virtualisé, en projection, sur lequel, grâce à un capteur, on va pouvoir manipuler en fait les éléments. Tout ce qui est éléments météorologiques. Donc j'ai une courte vidéo, je vais vous la montrer, mais pas entièrement. Simplement pour vous montrer un principe d'interaction et aussi une esthétique particulière sur cette relation en fait entre un espace, un objet de médiation, on en reparlera tout à l'heure, et un espace, on va dire, virtualisé, c'est-à-dire qui est le pendant de cet objet-là, sur lequel on peut avoir une action. Donc là, ça allait de tous les hydrométéores, c'est-à-dire la présence de l'eau dans l'atmosphère, en passant par la gestion de la couverture nuageuse. Et là, pour le coup, c'était le détournement d'un moteur de jeu vidéo qu'on avait utilisé pour visualiser ça. Un autre projet, donc les participants de cet après-midi auxquels vont pouvoir... oui, bref, on va en parler cet après-midi. L'autre projet, c'est WIPMAP. En fait, on avait le souhait de créer une sorte de framework de génération de paysages, ou de villes, ou de tout élément cartographique, à partir en fait de fragments de deux choses, des fragments en fait végétaux ou de type végétal, minéral, en passant par les habitations, etc. Mais en utilisant un principe de biome, c'est-à-dire toutes ces cartes en fait, elles ont une sorte de structure invisible qui crée un ensemble de biomes, c'est-à-dire un biome, ce que c'est ça peut être défini comme par exemple la toundra, la taïga, des biomes spécifiques comme la jungle et la forêt, etc., etc. Et le principe de WIPMAP, c'est qu'on peut générer ces biomes comme ça, ces structures de cartes, et ensuite les enrichir avec une base de données en fait de pictogrammes qui sont finalement le résultat de constantes et de variables. Typiquement, on peut décider des habitations dans le désert ont une certaine forme, ont une forme spécifique. C'était aussi un outil pour permettre aux participants, notamment les tout petits, sous une autre forme que celle qu'on va faire cet après-midi, d'accéder aux grandes notions de la data visualisation, enfin qui les sous-tendent, c'est-à-dire la partie du pseudo-random, des variables, des constantes, de la définition en fait d'un objet architectural ou un objet visuel, on va dire. Donc j'espère que ça ne sera pas trop fort. J'avais fait simplement une petite vidéo que vous avez dû voir peut-être sur le site de Stereolux qui explique en fait, donc là on voit vraiment ce qui sous-tend la carte et après l'application en fait d'éléments visuels suivant les différents biomes, suivant la présence de l'eau dans le paysage, etc. Je passe brièvement parce que voilà. La narration en fait, là j'ai simplement pris un exemple de médiation, d'objet de médiation qu'est la revue sur mesure sur le croisement entre, là c'est un numéro spécial sur la ville et ses données,
et simplement pour évoquer la question du sens. Donc ça, c'est un projet auquel on participe, nous, en tant que designer, là, d'un point de vue éditorial, plus classiquement, mais ça relie directement la façon dont ces données vont pouvoir donner du sens à des choses très très concrètes dans le quotidien, dans la réalisation d'ateliers participatifs, de tiers, ce qu'on appelle en ville les tiers, le tiers paysage, c'est-à-dire les morceaux de ville qui ne sont pas tout à fait utilisés, et la façon de les repérer. Une précision aussi, aujourd'hui on en reparlera, mais il faut bien faire la différence entre la data visualisation et ce qu'on appelle la data analyse, parce que la data visualisation, ça, en gros, c'est fait pour poser des questions, rendre les choses sensibles, interroger, questionner. Alors que la data analyse, qui est complémentaire, c'est vraiment un domaine qui va, elle, pousser à extraire des réponses ou à déclencher des réponses. Donc souvent, quelqu'un qui attend des données qu'elles soient entre guillemets utiles, ou vraiment qui lui fournissent des réponses, il peut se sensibiliser en passant par la data visualisation, mais il va forcément finir par la data analyse, voilà, avec forcément une entrée, j'ai envie de dire, si c'est pas politique, une vision particulière de ce qu'il a envie de faire de ces données, de ce qu'il a envie de faire dire à ces données. Puisqu'il y a toujours les résultats des données qu'on peut brutes, on va dire, et ensuite la façon finalement de les interpréter. Et ça, entre un designer, un scientifique, un ingénieur, enfin bref, un artiste, cette interprétation-là, c'est ce qui fait aussi les débats et notre rencontre d'aujourd'hui. La partie interaction, donc nous on produit des installations interactives aussi qui s'ancrent dans l'espace public. Et ces interactions-là, elles sont soit des représentations de la ville, soit comme Stratum, des représentations en fait des données. En fait, là typiquement, c'était une métaphore c'était tiré de Mécanet, c'était des données météorologiques ou liées, on va dire, à des questionnements, questionnement du sol, questionnement de l'air, etc. Et elle permettait en fait de manipuler simplement aussi avec la main. On aime bien ce petit capteur Leap Motion qui nous permettait là, sur des surfaces beaucoup plus grandes que la paume de la main, de travailler avec un champ lumineux qu'on peut venir à ce moment-là manipuler. Donc ça, ça avait été présenté l'année dernière à la Fête des Lumières et c'est présenté à la fois dans des festivals d'art numérique, parce que on est vraiment plein dans la partie interactive, mais c'est aussi présenté dans des lieux où justement cet objet-là, il va simplement venir questionner la relation, les questionnements en fait, questionnement d'échelle, questionnement de relations qu'on peut avoir sur notamment des objets qui peuvent être connectés ou non, à l'intérieur d'une maison ou à l'extérieur dans la ville. Et c'est des objets d'entrée, c'est-à-dire, en tout cas pour les questionnements autour les questionnements du jour, c'est-à-dire sur les données et la ville, c'est simplement, on va appeler ça des projets d'émerveillement qui permettent ensuite de déclencher d'autres réflexions, des rencontres autour de ce projet-là. Et finalement, ces trois items-là, esthétique, narration et interaction, en fait, j'ai un peu fait exprès pour la présentation, mais dans le projet qu'on est en train de mettre en place avec le laboratoire Créneau et Stérolux à Nantes, donc qui se nomme Bassin de Lumière, c'est justement ce croisement entre esthétique, narration et interactivité qui est au cœur du projet. Donc la base du projet, elle repose sur la rencontre, un rendez-vous, je pense qui avait duré un certain temps avec le Créneau, sur lequel en fait ils nous ont présenté leurs recherches qui dataient de 10-20 ans jusqu'à très récentes. Et nous, souvent, comme les technologies, c'est pas forcément les toutes dernières technologies ou les toutes dernières typologies de données qui nous intéressent forcément. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une relation entre le fond du projet et la forme qui soit très cohérente. Et là, il y avait le questionnement des bassins de visibilité et aussi de notre terme qui s'appelle isovistes, qui ne sont pas les mêmes choses, mais qui participaient de la même représentation spatiale en fait d'un point de vue. Et à partir de cette représentation-là,
D'ailleurs, le créneau avait, il me semble, déjà imaginé des choses sur la superposition, donc ces bassins de visibilité. Donc un bassin de visibilité, c'est typiquement lorsque vous relevez la tête, et c'est l'espace qui va être dessiné par le bâti, notamment en milieu urbain, et qui va en fait, c'est l'espace du vide finalement, dessiné par le bâti urbain, et qui influe directement du coup la visibilité et la luminosité de l'espace. L'idée du projet, c'est de juxtaposer donc ces bassins de visibilité et en fait de proposer une sorte de voyage immobile un petit peu fossilisé, une promenade urbaine, de façon en fait à avoir à la fois justement l'aspect esthétique dans cette intégration de ces bassins, l'aspect narratif, puisque là on va parler du cheminement, de la promenade, de la vision. Donc concrètement l'objet, il y a une colonne centrale en fait qui est une sorte de colonne lumineuse et tout autour on a des tranches donc, qui représentent en fait ces bassins de visibilité. Cet objet-là, qui sera un objet sculptural, il sera complété par une interface interactive qui permet en gros qui va permettre de sélectionner un territoire, un chemin, d'en modifier en fait les conditions aussi de vision. Donc on a imaginé une multitude de scénarios, dont des nouveaux d'ailleurs, dont il faudra qu'on évoque. Et en fait, plus on travaille sur ce type de projet, plus on trouve des choses en termes notamment de narration. Et donc, typiquement, là, le fait d'imaginer qu'on ait plusieurs, entre guillemets, promeneurs dans cet espace-là et qu'on les voit cheminer en temps réel, ça peut être intéressant. Et donc l'objet final, donc ça ne sera pas forcément celui-là, mais en tout cas c'est un objet comme ça sculptural qui sert à la fois d'objet de médiation, d'objet en fait de data physicalisation, c'est-à-dire qui représente en soi des données, et puis d'un objet interactif puisque la façon dont on va le manipuler et le faire interagir, en fait ça va nous permettre à la fois de renvoyer vers des questions plus poussées du créneau à ce niveau-là, et puis des choses sur la relation qu'on peut avoir voilà, à une forme et à un objet connecté. Voilà, en gros, ce que je voulais dire pour démarrer. Merci Stéphane. Je t'invite à pas trop aller loin, mais juste à côté. Et je vais inviter Vincent Tour et Laurent Le Breton à rejoindre Stéphane. Et évidemment, Marine Buffat qui va assurer la modération de cette table ronde. Et je remercie encore une fois. Voilà, alors, petit point technique. Bonjour à tous. Alors merci d'être là. Donc je suis très heureuse de pouvoir animer cette table ronde. Je vais me présenter très rapidement. On en a un petit peu parlé. Donc moi je suis Marine Buffat. Je fais partie de l'équipe de la Revue Sur Mesure, donc en tant que cofondatrice et membre active.
donc qui est une revue d'urbanisme qui a pour particularité donc, de travailler sur plusieurs formats. Un format web avec des articles en ligne, un format d'édition papier qui vient clôturer le cycle thématique de chaque numéro, et puis un format événementiel qui est un moment pivot en fait dans le cycle thématique que chaque numéro explore et qui permet de mettre en scène, de mettre en action, en situation une problématique qu'on a identifiée sur un de nos thèmes. Notre premier thème était justement un thème autour de la ville et de l'usage du numérique. Et donc on travaille sur ces différents formats avec le studio Cheval Vert qui nous aide justement par un jeu de représentation graphique assez sophistiqué et en même temps avec une belle simplicité, de mettre en récit en fait notre revue sous son format papier et avec une forme graphique attrayante qui à la fois simplifie le discours alors qu'on parle d'objets complexes, hein, comme la ville et puis toutes ces différentes composantes. Voilà. Donc pour ce qui est de la table ronde d'aujourd'hui, donc on va aborder en 2 temps donc les questions de visualisation de la ville. Alors sur cette première table ronde, donc le thème c'est voir la ville autrement. Donc on est sur les nouvelles formes et expérimentations autour de la data visualisation des données urbaines. Et donc pour cela, Stéréolux a souhaité faire participer donc plusieurs personnes qui ont des profils, des casquettes différentes, mais complémentaires entre elles. Enfin en tout cas on va le découvrir. Donc la première personne, on l'a vu déjà, c'est Stéphane Buelet, donc qui est designer graphique et interactif, et donc cofondateur du studio Cheval Vert, donc un studio de design graphique, typographique et interactif. Donc la deuxième personne invitée, donc c'est Laurent Le Breton, qui est fondateur et CEO, donc Chief Executive Officer, qui est le terme anglo-saxon, hein, qui est l'équivalent du terme de PDG, mais enfin qui peut avoir des interprétations un peu plus spécifiques, hein, en tout cas plus contemporaines. Donc de l'entreprise Eagle, si je prononce bien. Développement de plateformes collaboratives à l'attention des acteurs du territoire, donc on aura l'occasion de découvrir certaines de ces applications. Et puis Vincent Touré, qui est enseignant-chercheur en informatique à Centrale Nantes et chercheur au laboratoire AAU, Ambiance, Architecture, Urbanité, et qui plus particulièrement Créneau, donc Centre de recherche nantais, Architecture, Urbanité. Vous savez comment fonctionnent les relations entre les équipes, les labos et les universités. Donc voilà. On a eu donc une présentation déjà assez complète, je trouve, de la part de Stéphane Buelet sur les formes de data visualisation et puis certains de leurs enjeux. On va peut-être revenir pour commencer un petit peu en amont sur des fondamentaux avec, donc ça c'est sur la table ronde numéro 2, on en reparlera tout à l'heure. Stéphane, on l'a vu. Donc avec voilà, une introduction un petit peu contextuelle que je voulais faire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est avec la troisième révolution industrielle, hein, donc celle qui concerne plus particulièrement le développement du numérique et de l'informatique, dans un contexte de prolifération des data, hein, des données, enfin dans leur traduction informatique, et donc des technologies numériques qui vont avec, et qui donc nous permettent effectivement d'accéder à des nouvelles formes de data visualisation de données urbaines qui préexistaient à ces formes-là. Elles permettent donc d'avoir une plus grande continuité entre l'espace réel et l'espace numérique, ces formes de data visualisation. Et donc on peut avoir même une immédiateté de la représentation effectivement de la ville grâce à ces nouvelles applications qui se développent. Mais on est aussi sur des questions plus globalement de représentation, dont on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, et de lisibilité de l'information, donc avec davantage de continuité. Et on a en plus de cette première couche techno une multiplication donc, des sources de production de données et des acteurs qui les produisent, qui est inédite, puisque aujourd'hui, tout un chacun, n'importe quel usager d'un smartphone, est producteur de données.
Et donc, c'est pour ça que les économistes, notamment qui travaillent sur la troisième révolution industrielle, nous disent aujourd'hui l'usager est la ressource principale de la société numérique qui se développe, et donc de la troisième révolution numérique. Donc, on a ce qu'on appelle deux tendances autour de la manipulation de ces données, qui sont le big data. Donc, c'est cette prolifération de données protéiformes donc, qui sont produites par tout un tas d'acteurs, donc, les usagers, donc les individus, mais aussi des acteurs plus gros, plus professionnels. Et l'open data, qui est un mouvement qui prend du sens en termes d'un taux d'interactivité, qui consiste effectivement à mettre certaines données à disposition pour créer de manière spontanée un certain nombre d'applications et de services. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui donc, de la notion de bouquet de services pour parler de la ville, et donc d'open source, et notamment autour de tout ce qui est data visualisation de données urbaines, et qui permet d'imaginer des nouvelles formes de coproduction de la ville et de projets. Donc voilà le contexte dans lequel s'insèrent ces nouvelles formes de data visualisation, ces expérimentations autour de la représentation de données urbaines. Et donc on va les détailler un petit peu avec leurs différentes couches, en commençant donc par ouvrir la boîte noire du numérique, comme on a la coutume de dire, avec donc une présentation donc, de Laurent Le Breton, donc voilà, je le redis rapidement, fondateur et CIO de l'entreprise Eagle, du développement d'une plateforme collaborative à l'attention des acteurs du territoire. Alors, voilà, je vais reprendre la question donc, que je souhaitais vous poser, Laurent. Donc, c'est déjà de nous redire en quelques mots de quoi s'agit-il quand on parle de données urbaines, et plus particulièrement quels sont les nouveaux types de données urbaines disponibles justement dans ce contexte de prolifération de la data dont on parlait. Et ensuite de nous expliquer quels sont les modes de visualisation en cours que vous utilisez vous notamment dans votre société, pour quel type d'application et pour quel type de service. Voilà. Bonjour à tous, donc Laurent Le Breton, je suis le fondateur de la Startup Eagle basée à Rennes, centre du monde numérique. Je le dis par provocation d'étant à Nantes. Le monde s'est écoulé pour moi il y a 10 minutes, je pensais faire de la data visualisation et je crois que malheureusement je fais de la data analyse. Donc, voilà. Donc peut-être juste pour comprendre, éclairer ce que je vais dire après, je vous rappelle en 2 mots ce que fait Eagle. Donc on est une jeune start-up et on aide l'ensemble des acteurs du territoire, donc qu'ils soient publics, privés, grands, petits, qui soient en phase de planification jusqu'à l'exploitation, à travailler ensemble autour des données numériques. Donc on retrouve exactement la problématique que Marine a explicitée, c'est-à-dire la diversité des données, la diversité des formats, des sources, des domaines abordés, rend très compliqué la collaboration des acteurs du territoire autour de cette nouvelle hors des données, le terme qui est consacré aujourd'hui. Donc nous, on développe une plateforme, un objet numérique qui permet de rassembler l'ensemble de ces acteurs-là et de leur permettre de rassembler des données pour comprendre les phénomènes urbains, analyser, comprendre, prévoir, exploiter les territoires, basés sur la donnée. Donc, par rapport aux sources de données aujourd'hui disponibles, il y a eu une démocratisation de ce qu'on appelle la donnée cartographique, ou vulgairement, en termes ingénieurs, les SIG pour Système d'Information Géographique. Donc en gros, c'est des outils qui permettent de dessiner le territoire, donc ses contours administratifs, ses réseaux, ses équipements. Donc on va retrouver des formes géométriques qui sont des ponctuelles pour les équipements, des lignes pour les réseaux et des polygones pour tout ce qui est contours administratifs, emprise de bâtiments, etc. Et on commence à aborder le sujet de la 3D sur ces objets-là également pour représenter par exemple les bâtiments avec leur élévation. Donc ça, il y a une démocratisation de ces outils-là. Évidemment dans les grandes villes, mais également dans les territoires de taille intermédiaire, voire les petits territoires, qui est un des sujets qu'on souhaite aborder, qui est un des défis qu'on se lance aussi. Ensuite, on va trouver un sujet que connaît bien mon voisin, c'est les données du BIM. Ça, je ne sais pas si ça vous parle. BIM pour Building Information Modeling, donc en gros, c'est la maquette numérique du bâtiment. Alors nous, étant acteurs du territoire, on les aborde à une échelle assez macroscopique, c'est-à-dire les enveloppes des bâtiments et toute la donnée attributaire qui vient avec, donc le nombre d'occupants, la consommation d'énergie, etc. Les surfaces vitrées pour pouvoir en tirer des conclusions sur
des phénomènes comme la consommation d'énergie, sur la végétalisation d'un territoire, etc. Ça, c'est des données assez massives, assez complexes techniquement, mais relativement bien formatées. Ensuite, on va trouver des données un peu, je vais utiliser un terme gentil, pas très propre, c'est les données dites de dessin industriel, qui ressemblent aux données des systèmes d'information géographique, mais qui sont très peu sémantiques. Donc c'est purement du dessin vectoriel, de plans de réseau, de plans de voirie, etc., qui sont très difficiles à exploiter parce que avec aucune sémantique dedans. Et ça, il y en a vraiment une pelletée dans les territoires. On en trouve partout. C'est l'ancêtre du système d'information géographique. Ensuite, on va trouver des données classiques, statistiques ou bureautiques. Donc toutes les données de budget, toutes les données sociologiques. On va retrouver les catégories socio-professionnelles, les données de budget, les menus des cantines, ce genre de choses qui sont... alors on est un peu loin de la data visualisation, mais enfin, représenter un menu de cantine en data visualisation, c'est pas évident. En data analyse, c'est un peu plus facile. Mais voilà, c'est des choses qu'on trouve, et ça rejoint en fait ce qu'on trouve dans l'open data. Ce que Marine citait tout à l'heure sur l'open data, c'est le type de données qu'on retrouve massivement dans l'open data. Et puis, ce qui est en train d'exploser, c'est toutes les données dites de l'IoT ou Internet of Things ou objets connectés en français. Donc ça, c'est toutes les données qui vont remonter le trafic routier, le trafic transport public, la consommation d'énergie, les réseaux, etc. Les données de téléphone portable, les données de mobile. Donc là, c'est une explosion. Enfin, c'est même pas exponentiel, c'est ingérable. C'est très hétérogène, c'est très compliqué, c'est très peu sémantique. Sur deux téléphones, on trouve des données qui n'ont pas le même format, qui ne représentent pas la même chose, etc. On n'a pas simplement la même représentation des informations. Donc on se retrouve face à une multitude d'informations, une diversité des sources, et ce qui rajoute à la complexité une multiplicité des canaux d'exploitation de cette information. On a les téléphones portables, les ordinateurs portables, les tablettes, les grands écrans. On va retrouver maintenant des devices avec des lunettes de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Et donc pour arriver à faire comprendre ces données-là sur tous ces devices-là avec la diversité des formats, c'est un défi assez insensé. Et donc on s'est lancé. Voilà. Alors, l'usage, juste avant de redétailler un peu les défis, nous on est sur un usage très pragmatique de la donnée. J'ai vu des choses très poétiques sur la première présentation, et je suis ravi de participer à ce croisement des expériences. On est sur un usage d'analyse territoriale, principalement. On parle beaucoup de big data, de prédiction, etc. Le premier enjeu des territoires et de leurs acteurs, c'est d'abord d'arriver à comprendre ce qui se passe sur les territoires. Il y a une complexité des phénomènes urbains, de la mobilité, de l'énergie, de l'eau, des déchets, et du croisement de l'ensemble de ces phénomènes qui est très difficile à appréhender pour un esprit humain. Donc c'est la data analyse dont on parlait tout à l'heure. C'est la fameuse data analyse. Nous, on pensait encore une fois faire de la data visualisation. Et il faut révéler, en fait. Le premier usage, c'est d'arriver à révéler, à lever la complexité des phénomènes au travers de la data analyse. Et donc d'arriver en présentant différentes données côte à côte, de pouvoir appréhender les interactions entre les données, pas les interactions de l'utilisateur avec l'outil, mais les interactions entre les phénomènes urbains, finalement, qui se révèlent au travers de la donnée. Donc on retrouve bien les sujets d'interaction. Et une fois qu'on a ça, on a révélé les atouts, les faiblesses, on peut commencer à se pencher sur des problématiques de simulation, puis de prédiction. Donc la simulation, c'est arriver à dire, voilà, si je prends telle décision et que je regarde tels indicateurs sur, j'en sais rien, la répartition des catégories socio-professionnelles sur mon territoire liées à une opération d'aménagement, si je simule au travers d'outils numériques ce projet d'aménagement, comment mes indicateurs vont varier et comment je vais avoir un scénario qui est le plus proche de mes attentes. Et ensuite, on peut commencer à aborder les problématiques de big data, de prédiction, etc., qui eux-mêmes vont amener des sujets de data visualisation, data analyse, donc comment représenter ces résultats de simulation. Donc on est en permanence entre la donnée, le réel, qui sont les problèmes du territoire, et la data visualisation pour à la fois comprendre les phénomènes et les résultats de simulation. Donc si j'essaie de balayer rapidement ce qu'on essaie de lever comme problème technique lié à ça, le premier c'est le croisement des jeux de données. Donc on a un problème de superposition des données.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre ensemble des données sociaux... Ouais, Qu'est-ce qu'il faut que tu peux fasse faire des tourner... oui, d'accord. Le fait de mettre côte à côte de la donnée sociologique qui représente la répartition des gens sur le territoire, de la mobilité, de l'énergie, si on prend un problème tout bête qui est le déplacement en ville avec les transports en commun, les voitures, si on y ajoute le problème de voitures électriques, de recharge, etc., il faut mettre entre 5, 10, 15, 20 jeux de données ensemble sur une représentation du territoire. Et là, on pose le problème de la superposition des jeux de données et comment on évite de rendre le truc complètement inintelligible. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est comment, simplement, avec des représentations qui sont pourtant classiques, hein, de couches de données sur un fond cartographique, c'est simple de le faire individuellement. Chaque jeu de données, on peut le rendre esthétique, intelligible, mais dès qu'on en croise 2 ou 3, ça devient très vite très complexe. Donc ça, c'est un sujet. Ensuite, on a une problématique, c'est qu'un territoire, c'est pas un élément statique et mobile, même si j'ai vu que vous aviez un projet plutôt sur c'était quoi, fossilisation. Aujourd'hui, les territoires qu'on regarde, c'est plutôt des territoires vivants. Et arriver à représenter des phénomènes de déplacement sur on va dire des échelles de temps qui sont plutôt à la journée, à la semaine, il faut arriver à mettre du dynamisme ou de la dynamicité, je sais pas quel est le bon mot, pour représenter ces données-là. Donc il faut des représentations dynamiques des données urbaines. Donc on va représenter des flux, des données qui bougent, et là ça rajoute une complexité. C'est-à-dire que, on a des problèmes techniques, parce que mine de rien, les sources de données sont importantes, les volumes sont importants, donc à traiter, on est sur des technologies web, j'aurais dû le préciser au départ. Donc ça, c'est un vrai sujet. Comment on fait pour faire ça et comment, en croisant différentes sources, quand ça bouge dans tous les sens, on rend le truc là aussi compréhensible. Ensuite, on a un sujet qui rejoint un peu celui-là, c'est le temps, la gestion du temps dans la donnée. Comment on représente sur plusieurs années ou plusieurs mois dans l'année l'évolution d'une donnée dans le temps. Je reviens sur des sujets énergétiques. Sur plusieurs années, comment on va représenter l'évolution de la consommation énergétique et comment on va pouvoir mesurer les impacts d'une stratégie urbaine. Alors ça, c'est intéressant, pas tellement sur le plan data visualisation, parce que je pense qu'aujourd'hui on est capable de trouver des outils pour faire ça. Ça pose le problème de la qualité de la donnée et du suivi dans le temps de la donnée. Donc là, on est sur des problèmes techniques en amont, de comment arriver à avoir des sources de données qui sont fiables et qui sont continues dans le temps. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est hyper important. Et ça pose la question de qui produit les données, et si c'est des gens qui ne sont pas les utilisateurs ou qui ne sont pas sur ces sujets techniques, comment on maîtrise cette continuité du temps dans la donnée. Ensuite, on a un sujet d'ergonomie, qui est un vrai sujet pour des designers. Alors, si y en a dans la salle, je serais ravi d'échanger avec eux après. C'est la diversité des utilisateurs qui sont amenés à manipuler ces représentations urbaines. Quand on parle des acteurs du territoire, on parle à la fois des agents dans les territoires, dans les services publics, on parle de bureaux d'études, on parle d'opérateurs de réseau, donc des gens qui ont des technicités métiers très fortes, mais parfois qui sont assez éloignés du monde numérique. Et donc qui ne sont pas familiers des représentations, pas familiers simplement de l'interaction avec l'outil numérique, et des gens qui sont, des populations très diverses. Et donc comment on fait pour trouver un outil et des interactions qui répondent à l'ensemble de ces populations? Est-ce qu'on doit adapter en fonction de la compétence qu'on a face à nous, l'outil, ou est-ce qu'on doit trouver un truc suffisamment générique pour que tout le monde puisse s'en servir? C'est un peu le problème de la ménagère de moins de 50 ans, même si c'est pas notre cible, c'est un peu ce sujet-là. C'est comment trouver la manière la plus générique d'utiliser. Voilà. Et alors nous, on a un défi qu'on se pose en plus, c'est qu'on parle beaucoup de villes, on parle beaucoup de villes intelligentes, de smart city. Nous, le constat qu'on fait, et notre taille en tant que start-up nous y oblige, on souhaite proposer nos solutions numériques aux petits et moyens acteurs des territoires. Donc, petits et moyens territoires et petits et moyens acteurs, donc petits bureaux d'études, cabinets d'architectes, urbanistes, etc., qui n'ont pas d'experts de la donnée territoriale, mais qui doivent malgré tout se servir de ce genre d'outils. Je donne un exemple, un terme un peu technique, comme ça je vais quand même avoir une technicité un peu forte. C'est plan climat, air, énergie, territoire sur les territoires. Donc ça consiste à établir un plan à 10 ans, 20 ans, une stratégie qui consiste à dire, voilà, sur mon territoire, j'ai des moyens de produire de l'énergie, j'ai des consommateurs d'énergie, puis j'ai un réseau de distribution, et je veux regarder à 10 ans quelle est la meilleure stratégie pour abaisser mon seuil de consommation, réduire mes émissions de CO2, etc. Sur des territoires comme Saint-Malo, près de chez nous, c'est un territoire, la communauté de communes fait 80 000 habitants, il n'y a pas d'experts de la donnée cartographique, et pourtant ils ont besoin de faire des représentations territoriales, de manipuler des outils de cette nature-là.
Donc, comment on amène ces outils-là à ces publics-là et comment on leur permet de les manipuler, à la fois d'alimenter en données et de représenter les informations. Donc voilà, donc tout ça ramène les sujets, on va après sur la donnée, la qualité de la donnée, la complétude de la donnée, comment on traite les artefacts quand on a des données qui sont pas bonnes, qui sont pas complètes. Voilà. C'est nos problèmes du quotidien. Alors c'est très terre à terre, on est un peu loin de la data visualisation et de la poésie, mais voilà, on est près de l'urbanisme par contre, on est très près de l'aménagement et de l'urbanisme. Voilà. Effectivement. C'est extrêmement riche et ça ouvre tout un champ de questions. Je pense que à la fin, on aura l'occasion de revenir justement sur la question de la position des différents acteurs et comment dans cette diversité d'acteurs on arrive à utiliser ces outils pour de l'accompagnement à la décision. Mais avant, on va rester un petit peu sur les parties plus techniques justement qui articulent les questions donc, de data analyse et de data visualisation. Et là, je vais me tourner vers Vincent Tour. Voilà, c'est ça. Donc, qui est enseignant-chercheur en informatique, donc je répète, à Centrale Nantes et chercheur au laboratoire Ambiance Architecture Humanité, équipe Créneau. Donc, pour plus spécifiquement, là, aborder justement une approche un peu plus scientifique, peut-être autour de la question du traitement des données en numérique, en informatique, à voir donc qu'apporte la visualisation ou peut-être la data analyse justement au traitement numérique des données urbaines en termes d'enrichissement et de fonctionnalité. On parlait tout à l'heure de qualité dynamique, peut-être de richesse de l'information, de capacité à agréger les données d'une manière inédite. Donc quelles sont aujourd'hui ces nouvelles fonctionnalités associées, sur quel fondement cognitif éventuellement elles reposent, et puis comment se construit donc la recherche scientifique autour de ce sujet, à quelle discipline ça fait appel, et quels sont plus particulièrement vos travaux en cours à vous, au sein du laboratoire. Donc pour cela, vous nous avez envoyé une image, donc je vous laisse répondre à ces questions, puis la commenter éventuellement. Merci beaucoup pour la présentation, Marie. Alors effectivement, je vais reprendre ce qu'a dit Laurent, parce qu'il a dit beaucoup de choses intéressantes, il a très bien présenté le sujet. Et c'est vrai qu'après, la vision poétique de Stéphane et la vision très pragmatique de Laurent, nous, on est confrontés effectivement à tous les problèmes qu'a évoqué Laurent sur la qualité de l'information, la multiplication de la masse d'informations, la densité d'informations, la richesse, son incomplétude. Enfin, on est confronté à tous ces problèmes évidemment, mais avec un point de vue un petit peu différent. Donc finalement, je vais rebalayer les éléments, mais peut-être pas tous, mais avec le point de vue qu'on a nous au labo, dans le laboratoire AU. Alors effectivement, la visualisation d'informations, qu'est-ce que c'est, ou visualisation scientifique, on va faire la distinction entre les deux. C'est une question d'échelle et une question de perception. Donc effectivement, c'est des sujets qui passionnent Stéphane, hein, l'échelle, la perception, le temps, ce genre de choses. Nous, c'est vrai qu'on les voit de manière un petit peu plus systématique. Donc systématique, c'est-à-dire avec l'aide de la machine. Et on va se dire, avec cette machine, finalement, on va essayer de voir les choses qu'on ne voit pas pour des raisons d'échelle, ou voir les choses qu'on ne voit pas pour des questions de perception. Alors évidemment, il y a eu, depuis l'origine, il y a des gens dans la salle qui connaissent très très bien cette partie-là, les cartographes qui ont commencé à faire ça, qui ont commencé à faire des cartes, donc un changement d'échelle, pour voir des choses qu'ils ne voyaient pas, eux à l'UNIC, et ne pouvaient pas appréhender. Alors évidemment, ces cartes sont devenues de plus en plus précises au fil du temps, mais globalement, c'est elles, les cartes, qui ont commencé à permettre aussi les plans des villes, ce genre de choses. La cartographie a permis de représenter quelque chose qu'on ne voyait pas. Et puis de là, on est arrivé évidemment avec l'avènement de l'informatique à des représentations qui ont été automatisées, systématisées, et on a bénéficié dans le monde de la représentation de l'information urbaine, dans le contexte urbain, non seulement des apports de la géographie, qui avait développé toute une symbologie et tout un type de représentation très précise et très efficace pour remontrer l'information spatiale. On a bénéficié aussi de tous les apports de ce qui était visualisation scientifique. Donc là, c'est vraiment, je représente des phénomènes qui ont une base physique, qui ont une existence physique et que je ne vois pas pour des questions d'échelle ou
des questions d'échelle spatiale, questions d'échelle temporelle ou des questions de perception. Donc typiquement, je représente de l'infrarouge, je représente de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, ce genre de choses. Et aussi, on a bénéficié de tout ce qui était dans apport du domaine de la visualisation d'information. Donc là, on n'a pas de base physique, on est sur l'information abstraite, et on doit choisir une représentation graphique pour montrer les choses. Donc typiquement, on parlait d'informations diverses et variées au niveau du cadastre, des catégories socio-professionnelles ou autres qui peuvent être utilisées dans la ville. Donc en fait, on a dans le monde de la visualisation d'informations dans le contexte urbain un petit peu tous ces domaines qui sont rassemblés et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des cartes 2D, des cartes 3D avec toutes les plateformes qui sont en train de se développer en ce moment, et Eagle en est un bon exemple. Mais c'est vrai que lorsqu'on a tous ces éléments qui sont mis en commun, on se retrouve face à une multiplicité, une densité d'informations qui est assez grande. Et on se dit, si on veut aller vers le monde un petit peu opérationnel, donc vers les urbanistes, vers les collectivités, vers le grand public, on est face, et c'est exactement ce que tu disais, une multiplicité des acteurs qui fait que comment faire en sorte que de plus en plus de gens comprennent de plus en plus d'informations. Et ça, c'est le nœud de la visualisation, en fait, c'est faire en sorte que les gens puissent comprendre une quantité grandissante d'informations. Et c'est pas forcément simple parce que les gens n'ont pas tous la même éducation, n'ont pas tous le même métier, n'ont pas tous la même compréhension, n'ont pas tous la même manière de voir les choses. Et quand on arrive dans le monde opérationnel, les projets sont de plus en plus complexes, les projets urbains, ils demandent de mettre de plus en plus d'acteurs autour de la table, et tous ces acteurs doivent se parler. Donc quelque part, ces acteurs ne se comprennent pas forcément, ils ont leur propre point de vue sur la ville, ils ont leurs propres enjeux, la personne qui fait les réseaux électriques, la personne qui fait les transports, la personne qui représente l'association de quartier, l'élu qui a aussi ses objectifs politiques. Donc chacun va avoir sa ville, sa propre ville, avec ses propres données, et même si on leur présente la même carte, même si on les met tous autour de la table, on leur présente la même carte, ils ne verront pas la même chose sur la même carte. Donc la première chose, comment est-ce que je représente telle ou telle information? Quelle information je choisis de représenter? Parce que ça ne va pas être la même chose. Et selon cette information que je vais représenter, je vais avoir un point de vue. Je ne serai pas neutre. L'information n'est jamais neutre, ni dans sa collecte, ni dans les traitements, ni dans le choix de représentation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on assume complètement. Donc j'ai une responsabilité, ou ceux qui font des cartes, ou ceux qui font des représentations artistiques ont une responsabilité parce qu'ils transmettent un message. Certains disent non, moi je suis neutre, je ne veux pas transmettre de message, mais c'est pas vrai. On est obligé de faire des choix et on est obligé de transmettre un message. Donc quelque part, à partir du moment où on représente une carte, on représente quelque chose. Et puis ce quelque chose, on va le montrer à quelqu'un, et cette personne va l'interpréter. C'est exactement ce que Stéphane disait tout à l'heure. Chaque personne va interpréter la donnée selon son expérience, selon son métier. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que pour mettre tout le monde autour de la table, on se dit, pour qu'il y ait un langage commun, pour qu'il y ait une compréhension commune des uns et des autres, que je comprenne le métier de l'autre, que je comprenne les préoccupations de l'autre, il faut arriver à lui montrer la carte que voit l'autre. Exactement le thème qu'on a aujourd'hui dans le table ronde, voir la ville autrement. C'est voir la ville de l'autre, voir les informations qui sont importantes pour l'autre, et le voir avec son point de vue. Et ça, pour nous, c'est un défi assez extraordinaire, parce que c'est très difficile d'aller rentrer dans la tête des gens pour comprendre réellement comment ils voient une carte, pour ensuite la transformer en un élément graphique qu'une autre personne va, avec son référentiel propre, voir autrement. Donc c'est vrai que on se retrouve face à plusieurs biais, des biais cognitifs, des biais de représentation, des biais techniques. Les biais techniques ont été évoqués, question de qualité de la donnée, d'incomplétude, etc. Et parce que certains, d'ailleurs, pour certains, la carte, c'est la carte de la qualité de la donnée. Comment représenter la qualité de la donnée, par exemple? La carte de la complétude de la donnée. Ça peut être un point de vue très technique que peut avoir Laurent quand il fait ses préparations de cartes, ses équipes techniques, par exemple. Donc c'est aussi un point de vue qu'on peut avoir, qu'on peut défendre et qu'on peut présenter autour d'une table. Donc en fait, le fait de multiplier ces points de vue et d'essayer de donner à l'autre à voir la carte de celui qui est autour de la table, ça fait qu'on va avoir une multiplicité de cartes. Chacun a sa carte, va la montrer à l'autre. Et donc dans cette démarche, nous, on est amené effectivement à explorer au-delà de la simple visualisation d'informations. On va effectivement évoquer l'analyse de données. Il y a un domaine qui arrive depuis quelques années qui s'appelle le Visual Analytics, qui se développe beaucoup, donc c'est l'analyse visuelle. C'est un mélange finalement entre de l'analyse de données par la machine, de la perception visuelle, de la visualisation d'informations, de l'interaction de machine, de la psychologie cognitive. Enfin, on a
pas mal de domaines en fait qui se rassemblent. En fait, la relation de l'homme à la machine, mais aussi la relation de l'homme à la donnée. Et en fait, avec ce Visual Analytics, on va pouvoir progresser sur réellement l'usage de cette information par le biais de la perception visuelle. Et il se trouve que je parle enfin de la diapo. Dans le labo, on est parti plutôt sur cet aspect-là, Visual Analytics, parce qu'on trouve que c'est très intéressant. Donc nous, on s'occupe de la partie visualisation d'information, mais on va travailler avec des gens qui font de la psychologie cognitive ou qui font de l'interface homme-machine ou qui font du traitement de l'analyse de données. Et puis, on va essayer de composer comme ça des projets, de composer des solutions qui vont permettre de voir la ville autrement. Et typiquement là en particulier, il y a plusieurs techniques qui existent, évidemment. Alors on a 2 techniques qu'on développe en ce moment, c'est reprendre la métaphore de la couche de données. On a parlé de couches de données qui généralement sont écrasées sur une carte et sont bien empilées, et puis on les met tous ensemble et on essaie de trouver des symboles différents à une énorme légende sur le côté. Donc ça, les cartographes sont très habitués à lire ce genre de carte, mais si on n'est pas cartographe, ça peut être un peu compliqué. Et nous, on s'est dit, on va reprendre cette métaphore, mais en 3D, on va vraiment mettre différentes couches de données. Donc on va vraiment séparer ces couches de données pour permettre la lisibilité de chaque couche et de faire en sorte qu'on soit plus facile de lire les différentes couches de données. Et puis, quand on pousse un petit peu, on se dit, oui, mais alors les couches de données, pourquoi elles seraient toutes plates? On peut faire ce qu'on veut, on est dans un environnement numérique, on peut avoir beaucoup de liberté. Donc là, c'est l'image qu'on a ici. Donc ça, c'est la Urban Data Sphere qui a été faite par un doctorant, Maxime Spur, qui est dans la salle, je vous remercie. Et on va prendre une couche de données, donc qui est la couche de données 3D de la ville. Très bien, celle-là, on ne la touche pas, ça fait notre référentiel cognitif, on sait où on est et tout le monde peut le partager et se retrouver dans la ville en disant, ok, je reconnais cet endroit parce que je sais où je suis. Mais finalement, la couche de données d'intérêt, elle, on peut en faire ce qu'on veut. Et là, on s'est dit, nous, on va essayer de représenter non seulement l'information locale, je suis immergé dans ma vie, parce que là, on a mélangé le Visual Analytics et la donnée immersive, à savoir, je suis plongé en fait dans ma donnée par le biais d'un casque de réalité virtuelle, par exemple. Et finalement, j'ai mon information contextuelle vraiment directe, donc les bâtiments et puis l'information que j'ai juste devant moi. Ici, c'est le réseau de la route et puis l'état du trafic, avec le vert, le orange, le rouge, pour savoir si c'est très encombré ou pas. Et puis en repliant la donnée, donc ça fait référence à un film que vous connaissez peut-être, Inception, et donc ça a été déjà, les travaux ont été déjà engagés par Johann Dollner en Allemagne sur comment replier la ville, mais nous on s'est dit si on replie la ville, on perd les référentiels, on ne sait plus où on est. Donc on va garder la ville comme elle est et on va replier juste la couche de données pour voir à distance où est l'information qui m'intéresse. Donc ça peut être utilisé en navigation, ça peut être utilisé pour détecter un point d'intérêt, et finalement en faisant ça, on va donner un point de vue différent sur la ville et on espère pouvoir partager plus efficacement différentes visions de la vie. D'accord. Merci. Alors, j'ai envie de rebondir directement là-dessus en me tournant à nouveau vers Stéphane, pour lui demander si du coup, il s'agit là de data analyse ou de data visualisation. Oui, justement, je trouve. Et de rebondir, parce que c'est revenu souvent quand même sur la question de la représentation. Alors il y a vraiment un axe représentation, comme on est dans la data visualisation, qui est très fort, puisqu'on voit qu'avec la complexité et la grande diversité des sources de données, et l'enjeu de leur compilation, le raffinement en fait de la qualité de la donnée, si je ne me trompe pas, la question de la représentation se pose d'autant plus. Donc avoir le point de vue de Stéphane sur ce qu'on vient de voir avec cette appréhension de designer serait intéressant. Puis à la fin, on reviendra sur la question justement de l'interaction entre les différents acteurs, les jeux d'acteurs, afin de savoir aussi finalement quelles sont les finalités, les différents usages de cette data visualisation et de cette data analyse. Pourquoi faire et pourquoi on travaille ainsi la complexité. Donc Stéphane, on revient vers vous. C'est toujours vous. Voilà. Je vais rebondir sur l'image de Monsieur Spur. Je la remets, ouais. Peut-être. Parce qu'elle dit plein de choses et puis justement Vincent a fini. En gros, j'ai fait 2 petits ronds qui sont carnels et qui s'entrecroisent. C'est-à-dire qu'en fait, la data analyse et data vis, c'est 2 domaines, on va dire. Et il y a des data vis sans
data analyse, c'est-à-dire que c'est vraiment visualisé de façon brute, avec très peu de... Et typiquement, ça c'est un exemple où on peut avoir les deux, c'est-à-dire c'est à l'intersection des deux domaines, donc on a les deux, même j'avais regardé aussi Eagle, aussi souvent on est dans cette intersection entre la data vise et la data analyse. Et de la même façon que pour résoudre des problèmes complexes, il faut plusieurs corps de métier, une interdisciplinarité pour que des regards en fait se croisent et on évite des écueils assez énormes qui peuvent être notamment effectués dans les PLU ou des choses comme ça, enfin les plans. Ma compagne est paysagiste, donc je connais un petit peu aussi la façon dont le paysage ou la ville se fait. Et justement, la multiplication des points de vue, que ce soit donc un paysagiste, un urbaniste, les architectes, les gens qui vont penser aussi la question des sols, c'est-à-dire ce qu'il y a dessous, ce qui va sous-tendre en fait ce qu'il y a dessus, les gens qui vont s'intéresser à la faune et la flore, etc. C'est la multiplication des points de vue sur un problème complexe comme la ville qui donne souvent les meilleures réponses. Et là, ce qui est intéressant, ça dit deux choses, l'image. C'est typiquement, vous voyez le carrefour au centre ici, où là, pour moi, il y a entre les deux expressions graphiques, donc la 3D et la couche informationnelle. En fait, il faut qu'il y ait des nœuds comme ça où l'utilisateur se dit, tiens, ça se raccroche. C'est-à-dire, je perçois la relation entre les deux. Et ça vient du fait qu'il y a donc tout à l'heure, on parlait de superposition de jeux de données. Là, il y a une vraie bonne superposition des jeux de données puisqu'il y a une cohérence. Des problématiques aujourd'hui, donc que j'ai appris via Myriam, notamment du créneau, c'est justement souvent dans cette question-là de la donnée géolocalisée, il peut y avoir des aberrations assez énormes sur ces croisements-là. Et de fait, avec une mauvaise géolocalisation ici, on a une image qui devient complètement, entre guillemets, inutile. Ou alors... ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'en ai parlé juste avant. C'est justement que ça, c'est une image qui fait vraiment le lien entre data analyse et l'usage de la data analyse, et puis la visualisation pour avoir une approche, une perception sensible. C'est-à-dire, voilà, au bout d'un moment, j'imagine ce système mouvant, en mouvement. On peut développer en fait des repères sur ce système-là qui permettent à un moment de ne plus y réfléchir. C'est-à-dire, on ne voit plus deux choses. On a la partie 3D on fait à peine attention, puisque c'est des repères vraiment intuitifs quasiment, et on est focalisé justement sur les croisements ou les couleurs qui vont se visualiser là-dessus. Voilà. Je trouvais ça... Oui, merci pour cette lecture assez fine, effectivement, qui permet vraiment d'éclairer la lecture de ce genre de cartes, puis de comprendre comment cognitivement le cerveau fonctionne sur ces sujets-là. On va revenir vers vos travaux, et puis les différentes dimensions concernant la représentation vous aviez évoqué dans l'introduction. Ouais. Et donc, pour peut-être les approfondir et puis nous montrer des exemples, nous expliquer vraiment ce que cette pratique du data design apporte à justement la lecture des données urbaines, et parler aussi des expérimentations en cours, puisque vous en faites au sein du studio Cheval Vert. On est sur la data visualisation, mais tout à l'heure vous nous montriez des choses aussi, on était quand même dans l'espace physique, l'interaction, quelque chose qui était un peu hybride, et donc ce serait peut-être intéressant d'en parler aussi. Voilà. Oui, très bien. Alors, par rapport à cette image-là, donc pour la question de l'esthétique, souvent l'esthétique c'est souvent la partie qui peut être vue justement qui peut être vue comme la plus superficielle, parce que c'est la plus superficielle d'un point de vue du fond, des données, de l'analyse, etc. Et en même temps, inversement proportionnel, c'est la première vue que l'utilisateur ou que le citoyen, le principal concerné, on vient du design, donc c'est vraiment user-centric, c'est l'utilisateur en premier, il va percevoir. Donc en fait, ici je voulais montrer, parce que l'histoire est intéressante, c'est Erwin Scherabon qui s'est fait connaître récemment sur des visualisations de données ultra esthétisantes. Pour moi, c'est très très esthétisant. Il a mis un petit peu de brouillard même.
sur les inégalités de revenus en fait dans deux villes, Los Angeles et Chicago. L'histoire intéressante, c'est que lui, il est architecte. C'est un architecte autrichien qui a mis un peu de côté sa profession parce qu'il ne s'y retrouvait plus. Notamment, je crois, dans la partie politique et la partie gouvernance, c'est-à-dire dans les choix qui sont faits par rapport aux idées des designers ou des concepteurs qui sont proposés. Et du coup, en fait, il a voulu révéler par ses compétences en fait esthétiques d'un point de vue d'architecte. Là, on ne le voit pas, mais en gros, c'est d'une finesse abominable. Enfin, ça a été présenté à 1, 2, 3 Data, à la Fondation EDF à Paris, c'est sur une exposition qui promouvait la vulgarisation, on va dire, de toute cette culture autour des données. Et ça me semblait intéressant parce que même si là, on est dans la suresthétisation, il y a une sorte de dramaturgie en fait qui sort de ça, comme des ruines de données. Et toute cette série sur les inégalités de revenus, en gros, il recrée une ville, mais ce n'est plus la même, et on n'a plus la même architecture, quoique on doit aussi avoir des juxtapositions intéressantes. Ça serait intéressant de juxtaposer ces données-là avec les différents quartiers et les revenus. Et voilà, enfin, elle me semblait intéressante sur tout ce pan-là qui va de la... Encore là, il y a quand même du fond. Enfin, c'est-à-dire que, après, c'est toujours pareil, on a envie de gratter d'où viennent les sources, quelles sont les sources, etc. Mais ça invite à aller plus loin. Par contre, on est parfois aussi dans l'esthétique des données, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des données ou avec... on est dans quelque chose d'assez romantique ou ultra poétique, mais bon... c'est une frange un petit peu qui finalement qui se raccroche au sujet des données, je pense plus d'un point de vue quasiment lié à un effet de mode que des vrais questionnements de fond, etc. D'accord. Et alors là, on est justement sur une vision didactique. Enfin, il y a effectivement un filtre esthétique qui est présent aussi, mais est-ce que la vocation didactique est bien remplie ou est-ce que vous trouvez que c'est suresthétisant Pour moi, oui, parce qu'en gros, la dramaturgie, c'est suresthétisant, c'est présenté dans des galeries d'art, etc. Mais ça joue quand même ce rôle d'objet, on va dire, d'attraction, c'est-à-dire que ça interroge, en gros. Donc, moi, c'est le but premier en art ou en art appliqué, c'est d'abord après, par contre, c'est clairement pas une vue qui est faite pour être exhaustive, qui est faite, voilà. Mais c'est des objets comme ça, et justement, c'est le sujet de notre relation avec le créneau, mais parce que c'est des objets comme ça qui parfois aussi, dans le partage, on va dire, des connaissances, sont des objets d'entrée intéressants. Ouais. Ok. Ce serait intéressant, tout à l'heure, il y aura un échange avec vous, d'avoir quelques réactions peut-être sur ce genre d'image, voilà, de la part du public. Je comprends. Oui, alors, je vous en prie. Oui, en fait, alors je ne connaissais pas l'image, mais elle est effectivement très très belle, très esthétique. Malgré tout, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une vraie simplicité dans l'image, et qui n'enlève en rien, en fait, je dirais, le potentiel d'analyse. On comprend très bien. Alors, il y a une donnée, c'est une carte très simple, on aurait pu même l'enregistrer en 2D, ça ne posait aucun problème. Là, le choix a été fait d'aller sur du noir et blanc, d'accentuer les ombres, ce genre de choses. Mais malgré tout, on lit immédiatement, de manière très très simple et très rapide, où sont les quartiers avec des revenus qui sont plus hauts que les autres, etc. Et on voit tout de suite les zones qui se dessinent. Et elle a quand même, malgré tout, une grande qualité d'analyse, malgré le fait, comme dit Stéphane, qu'elle soit suresthétisante. Donc je dirais que là, dans ce cas-là, le côté esthétique n'enlève rien à la partie analyse. Et donc c'est peut-être un bon exemple en fait, de ce qu'on pourrait tendre à faire parce que ça a l'air d'être une bonne direction. Même si après, appliquer ça à des données plus complexes sera un challenge autrement plus difficile. Effectivement. Je trouve aussi qu'on a peut-être une interaction intéressante à ce niveau-là. On continue sur les autres composantes ? On avait autre chose ici ? Alors, celle-ci, elle est plus vieille, mais en fait, moi, c'est par là que je suis rentré quasiment dans la data visualisation. En fait, c'est pas je l'ai trouvé cette image sur un portail qui s'appelait, quand on avait fait le workshop ici, Data Fossile, à Stérolux,
sur un portail sur Wikipédia qui s'appelle Data Physicalisation. C'est la data visualisation de données, mais dans ce qu'elle peut être tangible ou vécue par l'expérience. Ici, c'était une image qui avait été reprise d'une autre image de 1965 d'une affiche de Londres pour promouvoir les bus anglais. Et donc les petits habitants là, de Münster en Allemagne, ils se sont dit non, l'affiche est super, on va faire pareil chez nous pour promouvoir le bus. Et en gros, c'est 72 personnes et liées au déplacement, c'est-à-dire la place que prend les vélos de ces 72 personnes, la place que prend les voitures et finalement la place d'un bus. Et en quoi elle est intéressante? Elle a un point de vue, ce qui est intéressant par rapport à la ville, c'est qu'elle a un point de vue clairement politique, enfin, c'est une vision de la ville et du déplacement, etc. Mais la façon dont elle est enfin après je rentre dans la façon dont elle est prise en photo, c'est-à-dire qu'on est dans une photo quasiment un petit peu, on a l'impression qu'elle est un peu maladroite, ils sont pas tout à fait rangés, c'est un petit peu anarchique la façon dont ils sont organisés. Il y en a un qui, on le voit pas, mais il y en a un qui arrive sur la photo, il lève les bras comme ça, enfin comme si c'est fait de façon où là, il y a une réalité en fait de la vie quotidienne qu'on trouve rarement des fois dans des choses qui sont censées parler aux gens. Et je trouve que ça ramène beaucoup de vie, voilà, dans ce genre de visualisation, en sachant que c'est très simple, mais dans la façon de raconter l'histoire, dans la façon de séquencer. Et dans la façon aussi de délivrer un message, enfin, c'est clairement là c'est une façon de délivrer un message. On est très proche de la conception-rédaction, c'est-à-dire il n'y a pas de texte, mais dès qu'on a le texte, c'est-à-dire j'ai rajouté une petite légende, mais dès qu'on a vraiment le texte avec, il y a quelque chose c'est de la communication. Là, on est dans la communication, data, visualisation physique, on va dire, mais voilà, de tirer de la vie quotidienne. Et en plus, on n'a pas de data pour le coup en tant que tel. Pour moi, c'est 72 personnes. Pour moi, c'en est. Ils n'ont pas de téléphone, mais la data, c'est eux, quoi. C'est une unité de. Ouais. Et pourquoi, à mon avis, 72? Parce que c'est juste ce qui tient dans le bus, j'imagine. Voilà. C'est un petit peu biaisé parce qu'on sous-entend de manière assez pernicieuse qu'il n'y a qu'une seule personne dans chaque voiture. Oui, exact. Par exemple, voilà, exactement. Ça pousse un peu le curseur dans ce sens-là. Ouais, tout à fait. Et oui, non, mais c'est en effet, c'est un parti pris particulier, ouais. Et que le bus est plein. Ouais. Ah, tout à fait. Faut le remplir. 30% des voitures, personne seule dans les voitures. 80% des voitures. Mais il n'y a pas 100% de report sur les bus. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est tout à fait. Mais ça pose c'est pour ça que parfois, c'est les débats souvent que les data visualisations sur Internet soulèvent, c'est-à-dire que pour avoir une puissance, on va dire, évocatrice de l'image et faire passer un message, on ment clairement, enfin d'un point, ouais, on grossit le trait, on caricature et donc c'est un éternel débat, mais c'est sur certains choix, enfin notamment peut-être pas artistique, mais en tout cas communicationnel. Enfin, je pense par exemple à Hegel, des fois, quand l'utilisateur, imaginons que c'est un maire ou un élu, etc., il va percevoir quelque chose et il va vouloir le montrer de façon très claire, et ben la représentation à ce moment-là, où il va se positionner en tant que présentateur, enfin un curateur de la donnée, finalement, c'est encore une autre vue de son usage, parce que là, il va vouloir dire, ok, j'ai repéré ça, maintenant je veux communiquer dessus. Et là, c'est vrai que c'est une partie communicationnelle qui est encore dans la façon de représenter les choses, qui est encore finalement un volet particulier. Voilà, si vous voulez. Oui. Et puis, du coup, effectivement, ça pose une autre frontière subtile dans le monde de la communication entre ce qu'est un message entre guillemets publicitaire, là c'est pas le cas, et ce qui est plutôt un message d'incitation, d'où l'intérêt d'avoir des images subtiles, enfin, ça, tout travail ensuite des pros.
Et pour revenir à ça, il y a une autre image qui m'avait marqué dans ce principe-là. C'était toute la carrière des Rolling Stones dans la plus petite salle au départ où ils avaient 4 spectateurs jusqu'au grand stade. Et chaque spectateur, il me semble, je ne sais pas si les Rolling Stones c'est un groupe de rock, chaque spectateur était représenté par un point sur une affiche. Et en fait, donc là c'était purement brut, c'était représenté sur un aspect matriciel, mais on avait vraiment, on lisait l'histoire et finalement au départ le groupe il y avait une sorte d'intimité avec le public. Quand on arrivait sur je ne sais plus combien de milliers de spectateurs, ils avaient l'air perdus, parce qu'eux ils étaient séparés sur un bandeau blanc comme sur la scène, en face de cette matrice de spectateurs, et sans rien, c'est-à-dire avec des ronds noirs, il y avait énormément de choses en fait qui passaient par cette image-là. Et là du coup qui ne mentaient pas, mais par contre qui mettaient en jeu clairement un groupe et son public. Il y avait une sorte de recherche de quelque chose de minimal qu'on veut exprimer pour que ça ait de la puissance. Oui, tout un sens. Et la dernière, donc, c'était justement sur ce que vous évoquiez, sur la question du flux. Donc, c'est extrait d'une vidéo, en fait, City Flows, qui s'intéressait en fait à la visualisation en fait de la location des vélos libres dans différentes villes. Et donc, on avait une question, le temps en fait qui passait en bas, une vue de la ville relativement classique. Ouais, tu as la vidéo ? Génial. Et du coup, le passage d'une ville à l'autre. Et dans le projet, en fait, là, du coup, ça me donne l'occasion de parler de quelque chose. Il relevait ce qu'on appelle ce qui était difficilement visible sur des tableaux, c'est la question des patterns ou des grappes. C'est-à-dire, il relevait des motifs ou des choses comme ça. C'est-à-dire, et que visuellement, on peut, nous, être humains, attraper très facilement. Par contre, qui va peut-être moins être évidente pour la machine. Donc là, ils avaient une interface de pilotage. Ils avaient 3 fenêtres parce qu'ils pouvaient comparer les villes à une même heure. Donc il y a un projet qui est une page, donc ce projet a à peu près 2 ans je crois. Et ils ont une page, je l'ai choisie parce que c'est intéressant ce type de projet quand ils sont bien documentés. Et la page du projet de ce groupe-là est relativement complète. Enfin, il y a beaucoup d'infos, notamment au niveau des sources, au niveau de la façon dont le projet s'est construit. Voilà, donc là ils peuvent comparer comme ça différents organes. Enfin, du coup, là, la ville devient organisme. Et ça me rappelle justement aussi dans la thèse d'un américain qui s'appelle Ben Fry, qui a créé le logiciel Processing. Il utilisait comme ça la navigation dans des sites web comme des sortes assez tentaculaires, comme des sortes d'arborescence, et il les comparait, et ça ressemblait énormément à ça. Donc à la fin, voilà, ils ont leur petite... ils arrivent à avoir des superpositions, ils arrivent aussi à avoir des comparaisons. Et voilà. Après, pour moi, ça reste que toujours là dans le cadre justement qui est typiquement là la partie data analyse. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment en tirer précisément de ces comparaisons. Je pense plein de choses, mais en tout cas la façon dont on rentre dans le projet là, on rentre clairement par la première couche, c'est-à-dire je pense que c'est une représentation très intéressante. Enfin, sur Rennes, on entend beaucoup parler en ce moment de congestion. C'est un vrai sujet qui n'était pas un sujet présent il y a encore quelques années. Et on parle avec des chiffres. Aujourd'hui, le président de la métropole parle de 103 personnes dans 100 voitures, ce qui est très proche de ce que vous disiez. Mais le dire comme ça, sans le montrer, moi je trouve qu'il le vit tous les jours. Toutes les rues sont bouchées. Alors, on est en plein dans le syndrome Waze, etc., où tous les petits quartiers sont bouchés. Le voir comme ça, c'est un révélateur énorme, quoi. Donc c'est très parlant. Après, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme conclusion technique et ce qu'on peut améliorer à partir de ça, mais c'est hyper plus évocateur que des purs chiffres. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les machines ne peuvent pas détecter les patterns, alors que nous on peut les détecter visuellement, instinctivement. Je me trompe. Oui. Désolé de le dire, mais oui, les machines peuvent détecter les patterns et les machines commencent à faire des choses bien mieux que nous en termes d'analyse de données. Mais néanmoins, comme le dit Laurent, ce qui est très important, c'est que nous, en tant qu'humains,
comprennent aussi l'information, soient impactés par l'information. Parce que malgré tout, ce qu'on veut, c'est comprendre notre monde, hein, c'est le fondamental de la science, c'est comprendre ce qui se passe autour de nous. Et même si les machines sont là pour nous aider, et là pour détecter les patterns, etc., le but du jeu, au final, c'est que nous, on ait acquis une information supplémentaire, une connaissance supplémentaire. En fait, j'avais un exemple en tête, c'était qu'on avait fait une... En fait, oui, ils repèrent les patterns si on leur demande bien de repérer les bons patterns. Voilà. Et il y avait une visualisation une fois avec des lunettes, c'est la seule que j'avais fait dans un institut de recherche à Rennes qui s'appelle Bicom, et ils avaient des lunettes de réalité augmentée, donc on pouvait être dans les données. C'était des graphes en 3D. Ouais, et finalement, là, c'est vrai que certains graphiques, en baissant la tête comme ça, ou en les voyant en dessous, en fait, on apercevait un groupe, mais dans la profondeur de champ. Et je pensais à ça, et c'est-à-dire que du coup, c'était notre perception, enfin notre habitude de voir les choses en profondeur, qui là, crée un regroupement. Mais en effet, c'est vrai, la machine, si on lui indique bien d'analyser ça, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a l'exploration d'informations, puis la détection de patterns déjà connus. Donc effectivement, on peut accompagner la machine, mais globalement, elle est assez performante là-dessus. Et ce que tu dis, donc on met un casque et puis on se promène dans la donnée, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le Immersive Analytics. C'est-à-dire que je suis plongé dans l'information, et c'est la direction vers laquelle on dirige aujourd'hui. Bon, très bien, comme transition parfaite sur ces expérimentations justement autour de finalement la réalité augmentée, c'est un petit peu ça, c'est ça qui se profile. Simplement pour terminer, et puis ensuite laisser quand même la parole au public, on va prendre 3 questions, voilà. Un petit mot sur les usages et les acteurs. Enfin, on parlait justement de la nécessité de comprendre. Alors, toutes ces données, toutes ces techniques, donc il y a quelque chose de fascinant, effectivement. Au final, ça sert à quoi et ça améliore quoi et pour qui? Quels sont aujourd'hui les commanditaires dans vos différents domaines de ces types d'analyse, de ces types de visualisation? Et dans quel but? Voilà, Laurent Le Breton. Ouais, je peux vous faire un retour très rapide sur les gens avec lesquels on travaille, hein, principalement sur Rennes pour l'instant, parce que c'est notre premier territoire d'expérimentation. On travaille des gens sur des sujets comme l'attractivité territoriale. Donc là, c'est permettre de donner à comprendre à des entreprises qui veulent s'implanter à Rennes où sont les zones d'activité, où sont les implantations possibles, et en croisant les informations, leur dire, voilà, si vous venez avec 200 salariés, il y a du logement, de l'activité, des transports qui desservent la zone, etc. Donc le croisement des données permet de donner à comprendre l'intérêt d'une implantation ou d'une autre. Après, on a des sujets sur la transition énergétique en particulier, sur l'analyse de cycle de vie des projets d'aménagement. Donc là, c'est l'impact environnemental d'un projet d'aménagement en croisant les données de matériaux utilisés, de procédés constructifs, d'usage du bâtiment, en les croisant avec les données du territoire, donc la sociologie, les réseaux existants, comment le projet s'insère dans son territoire et quels sont ses impacts sur le territoire. Voilà. C'est des sujets assez techniques. Aujourd'hui, nous, l'usage, il est principalement technique et d'analyse. Voilà. Donc effectivement, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on est dans un milieu où on va beaucoup croiser les disciplines. Mais il dirait qu'au niveau thématique, au niveau métier, on est à l'école d'architecture, on croise aussi nos collègues qui sont plutôt sur la sociologie, l'urbanisme, l'architecture. Donc en plus de croiser des entreprises qui font la géomatique comme Miguel, on va croiser l'école de design, on va croiser des gens qui se posent des questions plus esthétiques, plus en termes d'aller vraiment vers l'humain, vers l'efficacité du message qu'on va diriger vers l'humain. Et puis il y a un volet qui s'ouvre en ce moment qui est assez important, on ne va pas trop parler, mais on ne peut pas parler de tout non plus, c'est le volet de la participation citoyenne. Et le fait qu'il n'y a pas simplement le fait d'avoir des capteurs dans le téléphone et qui font que je donne mes données à je ne sais qui dans des serveurs à l'autre bout du monde et que je ne sais pas trop ce qu'ils en font et que j'ai validé des conditions d'utilisation que je n'ai jamais lues et que je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais il y a aussi le fait d'être engagé dans une participation volontaire. Et de dire que je vais aller, moi, chercher, collecter l'information de manière tout à fait volontaire pour dire je veux contribuer à telle chose ou telle chose, à tel projet d'aménagement ou à la cartographie de tel quartier pour dire qu'il y a telle chose qui se passe, pour dire qu'il y a des dégradations, pour dire qu'il y a des choses qui se passent bien, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un changement de point de vue complet dans la collecte de l'information.
Alors évidemment, ça pose peut-être problème en termes de qualité, de fiabilité, de formatage, etc. d'information, mais malgré tout, c'est très important de voir qu'il y a cet engagement citoyen qui peut être fait et qui est vraiment un nouvel acteur en fait, qui apparaît et qui est en plus des labos, en plus d'entreprises, en plus des collectivités aujourd'hui. Je peux dire un petit mot? Un petit mot. Un petit. Alors, non, moi je voulais juste parler des deux. Le designer dans tout ça, il a trois choses à faire. Il y a parfois ça va être typiquement du conseil sur choix chromatique, en gros j'ai noté trois mots. Conseil, valorisation, communication. Du conseil en fait envers ceux qui manipulent des données, qui veulent les représenter et qui doivent justement avoir une qualité graphique ou une puissance particulière. La valorisation, c'est aussi que le designer s'intéresse à des choses qui sont difficilement perceptibles par l'esprit humain. D'ailleurs, peut-être beaucoup plus par les machines pour ce coup, parce que typiquement le réchauffement climatique, ça fait des années dont on nous en parle, et en fait, je lisais des choses qui disaient que un article sur Le Monde qui disait qu'en fait notre cerveau n'est pas fait pour pouvoir réagir comme ça à quelque chose de très 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 progressif. On est fait pour réagir sur des stimuli beaucoup plus petits. Donc, en gros, le fait que le designer valorise ces temps longs en créant des visualisations, en créant des choses qui fassent réagir tout de suite, ça c'est important. Et la communication, c'est justement la partie où au moment où on a les données, on sait quoi dire, et on peut mettre en place une expérience ou un outil, en tout cas, il y a aussi la façon d'amener l'histoire, de faire la médiation sur cette chose-là, pour que ça soit bien accueilli, parce que souvent il y a des travaux énormes sur la différence sur la réception, ça va être sur l'histoire qu'on va raconter, sur entre guillemets la poésie qu'on va y mettre, et voilà. Ok, parfait. Bel exemple sur le réchauffement climatique, je trouve. On a 5 minutes pour les questions du public. 2, 3, 2. Alors, 2 questions. Il faut se lancer, par contre, tout de suite. Voilà, alors est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Comme dit, on va être assez rapide, mais j'en profite juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Il y aura un temps cet après-midi, effectivement, d'échange, de discussion, donc ce sera aussi l'occasion de poser des questions, de discuter. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va essayer d'être assez bref maintenant, puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Mais en tout cas, s'il y a quand même quelques questions, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Enfin, c'est Bonjour, Gaëtan Gabri, je suis de l'agence d'urbanisme de la région Saint-Nazaire. Moi, c'est plus des réactions, un peu dans le désordre peut-être. Alors déjà, la différence visualisation de données, analyse de données, je ne la comprends pas. Enfin, pour moi, je la comprends en disant qu'il y a d'une part la représentation de données, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va représenter des données, et l'analyse de données, c'est la personne qui va voir cette représentation qui l'a fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. D'accord, bon, comme ça on est d'accord. Sur l'aspect esthétisant, esthétique, moi l'image qu'on a vue là sur Los Angeles, je crois, pour moi c'est du kitsch, quoi. C'est-à-dire vraiment une dérive. Autant, je dirais, la représentation de départ sur l'expérience, là, sur les vues à 360, la colonne, là, pour moi ça c'est de l'art, c'est esthétique. Autant ce qu'on a vu là, c'est du kitsch, c'est-à-dire une espèce d'application de canon esthétisant à un truc. Enfin, moi je trouve ça absolument pas abominable, mais pas loin. Enfin, c'est un truc qui voilà. Après, il y a autre chose sur dernier point, je trouve là on parle beaucoup de nouveaux modes de représentation de données, et alors qu'on continue d'utiliser des modes de représentation sans interroger finalement leur efficacité cognitive. C'est-à-dire qu'on voit des modes de représentation. Alors, je sais pas, j'étais sur votre site, par exemple, j'ai vu un graphique radar. Un graphique radar, ça a été étudié de près, il y a des articles anglais là-dessus qui sont très intéressants. C'est un mode de représentation qui n'est pas efficace du tout et qu'on continue d'utiliser. Donc déjà, si on pouvait déjà commencer aussi à réfléchir sur des choses qu'on utilise sans plus y réfléchir et essayer de mesurer leur efficacité cognitive réelle, ce serait déjà aussi une bonne avancée, quoi.
Merci. Il y a deux axes dans ces remarques. Est-ce qu'on prend la deuxième question tout de suite, s'il y en a une? Et sinon, il y a quand même matière à répondre. Donc, voilà. Merci. Oui, bonjour, Florian Melki, je travaille à l'Université de Nantes, je fais de la data vis, de la fouille de données. Moi, c'est aussi des remarques, pas vraiment des questions. Personnellement, si on peut revenir là sur les photos avec les voitures et tout ça, moi, il y a eu une petite discussion sur le fait que est-ce que 72 personnes rentrent bien dans 72 voitures. En fait, je pense que personnellement, on s'en fout parce que c'est vraiment qu'une histoire de message qui doit être envoyé. Il faut bien se poser la question de est-ce que la data vis doit servir un message ou est-ce que ça doit apporter des données très justes et très précises. Bon, si c'est très précis, il faut peut-être plus aller vers un tableau Excel ou vraiment un truc ultra précis pour les data scientists. Sinon, on est plus peut-être dans une vue d'artiste ou ce genre de choses. Donc pour moi c'est quand même correct. Ce qui est envoyé là, en plus on ne voit pas vraiment jusqu'au bout. Moi j'ai essayé de compter le nombre de colonnes pour voir s'il y avait vraiment 19 colonnes ou 18, je sais plus. Donc voilà, mais moi l'image me parle. Le message est envoyé. Et si on peut revenir encore à la vue 3D ISO, là, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, moi c'est cette ligne en bas. Il y a une ligne qu'on voit pas très bien. Il y a juste une rue apparemment où il y a il doit y avoir plein de gens riches. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plus de me dire qu'est-ce que je vais apprendre que je ne sais pas déjà. Voilà. Bon, là, on voit qu'il y a plein de quartiers manifestement riches. Je pense que tout le monde dans cette ville-là le sait déjà. Par contre, il y a cette ligne-là qui est intéressante parce que justement, c'est quelque chose que, a priori, on ne sait pas et on peut se poser une question. C'est quoi cette exception en fait? Voilà. Deux remarques. Ouais, dites-moi. Moi, dans cette image-là, c'est le genre de détail qui m'intéresse aussi. C'est l'exception où on commence à se poser des questions sur d'où ça vient ce fragment-là. Donc on va prendre 5 minutes pour répondre à ces deux questions. Il y avait à chaque fois deux entrées. Donc je vous laisse dans l'ordre réagir à la première. Ouais, alors moi j'ai une réponse très basique à votre question. C'est aujourd'hui nous on ne propose pas de data visualisation à nos utilisateurs, on leur donne des outils pour le faire. C'est-à-dire que c'est eux qui utilisent la batterie d'outils qu'ils ont à disposition avec leurs données. Donc on leur met dans les mains effectivement des choses qui sont peut-être pas très efficaces, mais qui sont malgré tout très demandées. C'est peut-être un problème, hein, mais on leur met dans les mains des outils pour fabriquer des cartes, pour fabriquer des diagrammes, pour fabriquer des visualisations temporelles. Et après, c'est eux qui choisissent, en fonction du message qu'ils souhaitent faire passer, quel outil leur semble le plus adapté à ce qu'ils veulent faire passer. Voilà. Et effectivement, on essaie de proposer des outils nouveaux. Donc la 3D, la troisième dimension en tant qu'outil pas seulement de représentation des bâtiments, mais en tant qu'outil de data visualisation. Mais on leur propose une batterie d'outils. Stéphane, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire sur la Oui, non, mais en fait, quand je disais suresthétisation, ouais, on frôle le kitsch, ouais. Enfin, je vois ce que vous voulez dire. Mais et justement, dans l'autre image, c'est le genre d'image qui donne envie de travailler sur le résultat graphique, sur l'image où on a les deux couches. Là. L'une, c'est une image où, pour moi, c'est ce type d'image-là, justement, scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des choix quand même, et c'est certain. En tout cas, moi, cette image-là, le principe me donnerait, non pas, il ne faut pas que je me tombe dans mon propre piège, mais me donnerait envie d'avoir aussi une esthétique particulière pour la pousser, etc. Et c'est pas les deux opposés, mais dans l'autre, il y a une suresthétisation qui est intéressante de voir aussi à l'échelle humaine, parce que c'est des grands tableaux qui font 2 mètres, et on perçoit quasiment les petits points sur en impression métallique, mais ou kitsch, oui, c'est ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas à réfuter. C'est en effet, c'est trop souvent une dérive dans ce genre de visualisation. Ok, merci. Un dernier mot. Alors, juste sur le fait que Stéphane dit que c'est une image scientifique. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas esthétique? Non. Alors, pour revenir, en fait, il y a un grain où il y a quelque chose sur certaines images, en tout cas, qu'on retrouve souvent, qui sont extraits de n'importe quel. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'univers visuel des logiciels open source. Il y a quelque chose où on se dit, mais
qui est-ce qui a fait ce logo? Est-ce que c'est sa femme, la personne qui... Ou en fait, il y a une esthétique qui colle et que je ne retrouve pas forcément dans l'esthétique de certains projets scientifiques, pour parler directement, voilà, américains, tout ça, où il y a une esthétisation très forte, etc. Et parfois, je trouve que l'intérêt, en gros, nous, on est l'idée de fouille, elle est bien parce qu'on s'intéresse aux images, comment elles sont faites, pourquoi, etc. Mais parfois, je trouve que en France ou en Europe à voir, mais en tout cas, il y a des visualisations qu'on voit, on dit ah mais on aimerait tellement, en plus d'être très intéressant, il y a un graphiste qui vraiment se prenne du temps sur cette image, voilà, et souvent c'est des sorties avec des choix, pour moi c'est des outputs, voilà. Et du coup ils ont un statut, ce que j'appelle l'image scientifique. Après je pense que c'est un terme qui c'est peut-être pas le bon, mais en tout cas comme ça d'image qui vient de sortir, mais qui serait, vous voyez dans les logiciels il y a wireframe, rendu solide et plus, et bien qui serait dans une sorte de rendu comme ça intermédiaire en tout cas. C'est la sensation que j'ai. Et d'ailleurs c'est pas forcément péjoratif, mais c'est une esthétique qu'on retrouvait par exemple beaucoup dans les logiciels 3D, Pauvret ou des choses comme ça, qui ont bercé mon enfance, et du coup moi ça me renvoie à ça, et à contrario des images des fois suresthétisées avec les ombres, le brouillard, la diffusion, qui m'ont l'air en tout cas plus honnêtes, moins esthétisantes, mais où on se dit quand même voilà sur le... Alors pour expliquer, on est toujours on pris mesure bien dans l'écart entre effectivement ces deux pôles. Oui. Et alors on est toujours pris et puis cette image un petit peu simplifiée. entre des... En fait, effectivement, les images scientifiques sont très brutes. Et alors ça pourrait répondre aussi à la question de Gaëtan pour des questions d'évaluation aussi, parce qu'on ne veut pas bruiter par des éléments graphiques que nous on ne maîtrise pas. On veut rester très brut pour pouvoir, lors de l'évaluation, maîtriser tous les paramètres et savoir exactement ce qu'on fait. Et quand on veut changer quelque chose, on le fait de manière très claire, et comme ça la personne le voit ou ne le voit pas, et donc on va rentrer dans la phase d'évaluation. Donc c'est pour ça que effectivement nos images sont parfois très vides, mais on n'est pas contre faire de l'esthétique, mais simplement on ne mesure pas l'impact que peut avoir cette esthétique. Et c'est pour ça que c'est difficile en fait d'introduire de l'esthétique dans les images dites scientifiques. Et juste pour terminer sur l'évaluation, il y a dans la communauté scientifique des gens qui évaluent, d'autres pas. Et parfois des papiers sont publiés sans évaluation, et dans certaines communautés ça passe, dans d'autres communautés ça ne passe pas. Donc là c'est vraiment une question, vu qu'on est en train de fusionner les communautés par exemple quand on fait de l'immersive analytics, on croise de la réalité virtuelle, on croise de la visualisation, on croise de la psychologie cognitive, etc. On est face à des communautés qui elles vont évaluer avec leur méthode d'évaluation, d'autres pas, et là on est face à des questions de savoir qu'est-ce qui va être valide ou pas à la fin. Donc c'est une vraie question qu'on est loin, très très loin d'avoir résolue, et bien au-delà des méthodes actuelles. Représentation, évaluation, effectivement, ça reste au cœur des enjeux. Merci, on va s'arrêter là pour la première table ronde. C'était extrêmement riche et intéressant. Moi j'ai appris plein de choses en plus, au passage, évidemment. Alors, je repasse la parole à Martin. Oui, du coup on va prendre une très courte pause, mais vraiment très courte, 5 minutes, le temps de changer les intervenants, enfin en tout cas que les intervenants la suite se prépare et s'installe, mais voilà, vous avez à peu près 5 minutes et on se retrouve à 40 on va dire, ici même. À tout de suite.